Bonjour et bienvenue à un épisode du balado Chicks and Machines. Cindy Martin au micro, très contente d'être là. Annie Martel, toujours de retour. Toujours de retour avec mon petit chat dans la gorge. Je réussis pas à m'en débarrasser. Non, du chat ou de moi? Les deux. OK, Hey Annie, on a un collègue avec nous. Oui. Je suis bien contente. Anthony. Salut! Anthony Marcotte, qui est aussi animateur ici à BPM Sport. Ouais, déjà, hein, ça va vite. 6 ans déjà à la 6 station. Ouais. Wow, Ouais. quand même, hein? Exact. Belle aventure dans le hockey avec le Rocket de Laval. C'est la Oui, parce 6e que année. c'est beaucoup le hockey. Là, Ouais, c'est ça. Mon mandat, en 3/4 du temps, c'est vraiment consacré au hockey pratiquement à temps plein sur le beat de l'équipe. Puis quand l'occasion me le permet, on m'insère dans la grille horaire en remplacement. Là. C'est un peu mon rôle hybride à la station, mais j'aime ce que je fais. Vraiment le fun parce qu'il y a l'hiver, il y a le hockey, puis il y a l'été oui. comme animateur. Donc, une petite transition qui s'exerce puis après ça. Pas de Comme routine. moi, un bon bouche-trou. Ouais. Je porte plusieurs chapeaux, puis je pense correct, que, ça. oui, puis j'aime ça toucher à plein d'affaires. Fait que, Mais là, tu viens pas nous parler de hockey. non, oubliez Juste- le hockey, fait un changement. Il y a Bianca qui est avec nous aujourd'hui Allô? aussi. Bianca Allô? Barry, collaboratrice Chicks and Machines, qui est de retour. Elle va encore nous jaser de motoneige. On aime ça. Oui. Hein? Ça sent l'hiver. en Mais plus. là, je vais vous jaser d'un sujet qui Ouais. soulève la controverse là, cette fois-ci. Pour Ça une fois que fait- c'est pas moi. Ouais, c'est... Et sur cette note dramatique, nous allons commencer le show. Le balado Chicks and Machines est présenté par Can-Am sur route, la route au féminin. Daimler Chrysler et Blainville Chrysler. La Gabière et Léo Harley-Davidson. Ici, c'est les femmes qui donnent l'info. Alors, pour ceux qui nous s'intonisent pour la première fois, premièrement, bienvenue. Hein? Chicks and Machines, c'est un média qui met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés. Vous allez nous voir au www.chicksandmachines.com. La plupart des sujets qu'on aborde se retrouvent en article aussi. Donc, si vous voulez peut-être avoir plus de détails, allez sur notre site web. Dans le fond, Chicks and Machines, là, ça met les femmes en avant-plan dans les sports motorisés de manière respectueuse, mais les hommes, vous êtes les bienvenus. Je le dis tout le temps, une gang de filles qui jasent de moteur, hein? Les gars, ils aiment ça. Mhm. Mhm. Anthony, je t'ai présenté déjà. T'es ici pour nous parler de courses de terre battue. Là, on laisse le hockey de côté, Yes. puis tu nous parles de... Hey, mais ça me fait penser, toi, mettons, là, je te demande de choisir. Hockey, course... C'est une bonne question. Je te T'as-tu le droit dirais t'as-tu le droit de le dire? Oui, oui, j'ai le droit de le dire. Je suis pas gêné de le dire. Professionnellement, c'est sûr que c'est le hockey parce que ça me permet de gagner ma vie. Ben oui. Mais passionnellement, si ça se dit, Passionnellement, j'aime ça. je pense que ce serait les courses. Les courses? Je suis un maniaque fini de courses. Tout genre confondu ou juste sur terre battue? En général, mais la spécialité, c'est la terre battue, je dirais. C'est Ok. là-dedans que je suis né. Je suis un enfant des courses. J'ai Ouais, mais grandi c'est là-dedans. ça. C'est de là que ça vient. Là. Ouais, j'ai grandi là-dedans. La couche aux fers, j'allais aux courses. Où t'allais? Non, À l'autodrome Granby, l'autodrome Drummond. C'est les deux circuits de terre battue les plus connus au Québec. Les plus grosses catégories roulent, puis ça fait quand même plusieurs années. Là. Drummondville, ça a plus de 70 ans d'histoire. C'est parce que ton père, genre, coursait? ou- Mon père coursait pas, mais son grand ami, Martin Roy Jr., est un coureur dans les années 80, début des années 90. Moi, je suis né en 90. Martin, lui, sa carrière tirait à sa fin, mais par la suite, on est comme toujours demeuré de près ou de loin des courses, mais tu sais, j'ai pas sauté d'été sans y aller. Puis à un moment donné, quand j'ai commencé à faire du hockey à la radio, j'allais quand même m'amuser la fin de semaine, aller aux courses, tout ça avec des amis. Mon père m'amenait, tout ça. Puis quand j'ai commencé à faire du hockey, c'est là que la porte s'est ouverte comme annonceur de course. C'est j'ai ça, parce postulé, puis j'ai eu la job, j'ai progressé là-dedans. Ça fait 15 ans que tu Ouais, fais c'est ça. 15 ans plus tard, là, aujourd'hui, là, puis tu sais, je vois pas le jour ce que je vais arrêter de faire ça. Ça implique quoi, là, que il y a combien de courses par arrêter? Je peux plus tous les faire parce qu'au niveau professionnel, ça m'amène à faire toutes sortes de choses, là, mais il y a eu des étés là, où je faisais presque 40 programmes, Oh boy. dépendamment de la aïe, aïe. météo, là, parce que quand Ouais. on parle de terre battue, c'est pas beau temps, mauvais temps, c'est beau temps.
Mauvais temps, oubliez ça, il n'y en a pas. C'est impossible de courir quand il y a de la pluie. Donc, on a frappé des étés à l'occasion. Ça a été très compliqué au niveau météo. J'imagine. Mais depuis 3-4 ans maintenant, on est très chanceux. On a des belles saisons. Puis l'autodrome Granby, là, année après année, les vendredis soirs, là, on présente à peu près 25 programmes. Donc, c'est de mai à septembre. Puis là, moi, je connais pas ça. Puis c'est pour ça, la maison qui connaissent pas les courses à terre battue, peux-tu comme nous partir de la base? OK, t'sais? oui. C'est plus ou moins compliqué. Il y a des catégories de rue, des voitures 4 cylindres, par exemple, des Honda Civic. Souvent, c'est une catégorie qui est encore très en vogue au cours chez nous. C'est souvent une catégorie de démarrage. On retrouve des voitures là, qui ont été vendues à 15-20 reprises. C'est des pilotes de génération en génération. Ben, c'est un modèle d'Honda Civic 95 qu'on roule encore sur la piste. OK. Le moteur a changé, mais la carapace, c'est encore la même voiture. Souvent, ça commence en 4 cylindres. Et puis par la suite, il y a une progression qui s'exerce. Puis, dans les catégories les plus importantes, c'est vraiment des voitures qui sont conçues pour rouler sur la terre battue. On verra pas ça sur la route. Là. C'est vraiment des voitures qui sont faites spécialement pour ça, qui ont beaucoup évolué avec le temps. T'sais, c'est incroyable de constater à mes débuts, puis aujourd'hui, à quel point les voitures esthétiquement ont changé. La suspension a changé. La puissance des voitures est appelée à changer aussi. Donc, c'est incroyable. La vie évolue. Les courses, c'est la même chose. Mais ce serait peut-être le meilleur moyen de le résumer. Ça serait peut-être comme ça. Moi, je me souviens, à l'époque, j'allais voir les courses à l'autodrome Saint-Félicien, là, où tout le monde se rentrait dedans, puis ça tournait, mais là, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment... Ouais. On a des laps à faire. Ah ouais, mais je suis content que tu apportes le sujet, parce que souvent... Le premier commentaire C'est des associé gens... au derby, là. Oui. Beaucoup de gens me disaient « Ah, OK, ouais, ben là, c'est quoi? C'est de la démo? C'est de la démolition? » Non, c'est pas ça du C'est pas tout. la course des aveugles, C'est non plus. ben, justement, c'est à l'autodrome Granby que ça a lieu, le défi Vision Mira, là, que j'anime depuis plusieurs années, qui est la course la plus folle au monde. Et Ouais, oui, vraiment. c'est des gens là, qui sont aveugles au volant, avec un copilote. Oui, c'est fou. Ah ouais, c'est la vraiment course la plus hot. folle au monde. C'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a un copilote qui s'assoit à côté. OK, tourne légèrement à gauche, un pas à droite, pince sur le gaz, vire à gauche. Attention, pince ses freins. C'est comme ça que ça Ça doit fonctionne. amener toutes sortes de situations. C'est la principale levée de fonds par année pour Mira. Puis c'est un J'adore succès ça. sans précédent. C'était la 33e année que l'événement avait lieu cette année. Faut couvrir ça avec Chicks and Ah, mais c'est Machine. ça a c'est été quelque repris chose. dans d'autres endroits, dans d'autres villes au Québec, ce type de course-là Ben, en aussi. tout cas, ouais. c'est parti à Granby, puis la tradition se poursuit. Mais Après c'est comme 2 la ans de poutine, pandémie, ça on l'a vient ramené. Granby. Ouais, c'est chapeau à l'organisation, là, la famille Boissonneau à Granby qui est impliquée là-dedans depuis longtemps, de André à son fils Jean, puis maintenant d'autres assurent la relève, là, mais c'est une super belle course. Mais là, oui, ça ressemble un peu plus à de la démolition. Ouais, là, oui, parce que. T'sais, là, on sort du registre, puis là, c'est ça qui est cool un peu, parce que les gens viennent voir ça, puis ça brasse, là, t'sais, ben, on se rend bien compte, là, les voitures, là, vont dans tous les sens, ça cogne des fois assez souvent, mais, t'sais, pour répondre originellement à la question, c'est très loin d'être la démolition. Le spectacle est très bon en piste, puis vous seriez surpris de la vitesse que nos voitures dans la catégorie de pointe, la classe modifiée. Oui, mais c'est ça, il y a combien de catégories? En général, à Granby, là, on va rouler 4 catégories OK. par soir. OK. Ouais. Puis est-ce que ça suit comme de soir en soir ou chaque soirée, c'est nouveau, Il y a on un recommence championnat à zéro? régulier C'est dans ça? les différentes catégories qui culmine à la fin de la saison, début septembre, un championnat de fin d'année où il y a des bourses qui sont rattachées à un championnat de fin de saison dans les différentes classes. Mais il n'y a pas de pilote là, qui court dans 3 classes sur 4. Là. OK. C'est vraiment un pilote modifié, par exemple. Ben, c'est une voiture là, qui va se détailler, incluant le moteur, là, à près de 100 000 Oh boy. Donc, il y a beaucoup d'argent OK, qui est l'investissement consacré est- là-dedans. Il y a beaucoup de est énorme. commanditaires aussi. Ouais, ça c'est Ouais. vital. Tu peux pas aller aux courses sans commanditaire, sans C'est soutien ça. financier. Ça n'existe pas maintenant. Puis on est chanceux d'avoir un sport en aussi bonne santé parce que ça coûte très cher. Mais vous imaginez bien que les prix de l'essence, ça se reflète aussi actuellement dans le C'est prix que ça sûr. coûte aller aux courses. là. C'est sûr. Puis, mettons quelqu'un qui veut commencer de la base, là, tu lui conseilles
de faire quoi pour essayer ça? Est-ce qu'il faut qu'il trouve quelqu'un qui veut bien lui faire essayer sa voiture? Ben Est-ce ça, qu'il je trouve commence ça avec une petite intéressant. voiture Puis, de base? je vous lance l'invitation, là, les filles, l'année prochaine, au début de la saison. Il existe maintenant ce qu'on appelle Driver Academy. Ça a été créé il y a 3 ans, en pleine pandémie. Trouver le moyen de dynamiser le sport puis d'être à la recherche constante de nouveaux pilotes. Parce que à chaque année, il y en a qui arrivent. Il y en a d'autres qui repartent. Ben des oui. fois, ça coûte cher. Puis bon, mais là, au niveau budget, on C'est change sûr, de passion. C'est beaucoup d'implications aussi. Ben, c'est là. ça. Alors, on cherche toujours des gens qui veulent s'impliquer puis s'acheter des voitures puis venir courir. Et puis, Driver Academy ouvre la porte à des pilotes novices d'aller s'asseoir dans une voiture Sportsman qui est propulsée par un moteur 602 General Motors qui va déployer 300 forces de moteur. Je veux y aller. On s'assoit dans le bolide et puis on fait des tours de piste. Là. C'est au RPM Speedway à Saint-Marcel-de-Richelieu. C'est tout près de Sorel-Tracy. Et puis, c'est super le fun. Moi, j'ai testé l'expérience 10 ans après avoir fait mes débuts au micro. Puis là, pour la première fois, je m'assoyais dans une voiture que j'ai l'habitude de décrire. Mais là, la perspective pour moi a beaucoup changé depuis parce que j'ai su comment on se sent au volant de la voiture. Et j'étais tout seul en piste. Tu devais avoir des frissons. Ah, c'est vraiment spécial. Tu devais, être très émotif. Ouais, c'est vraiment spécial. Puis, tu sais, puis Bertrand Godin me disait souvent, une voiture de course sur la terre battue, tu conduis pas ça avec les mains sur le volant, tu conduis ça avec tes fesses. Parce que la voiture a toujours tendance à partir de vouloir l'arrière. Elle danse. C'est ça, elle danse beaucoup en piste. Moi, elle danserait beaucoup. C'est ça qui est le fun sur la terre battue, c'est qu'il y a des niveaux d'adhérence, puis une piste de terre, elle va évoluer au cours de la soirée. Au début de la soirée, elle va être beaucoup plus collante, plus d'adhérence, plus rapide, mais elle va s'assécher avec le soleil. Comme les pistes de motocross. Mais là. c'est ce que Oui. j'allais dire, c'est le même principe. C'est le même à principe. chaque tour de piste, la C'est piste est différent. différente. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Puis il y a une évolution. Donc, une voiture rapide en début de soirée, dans les essais, elle ne sera pas nécessairement la même voiture à la fin de la soirée parce que la piste est beaucoup plus sèche. Puis il y a souvent 2 lignes de course, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Puis un préparateur de piste, ce qu'il va chercher à faire, c'est de donner 2 lignes de course différentes pour justement que les bagarres en piste soient intéressantes. Est-ce que tu, après avoir essayé ça, est-ce que tu t'es dit, hey, j'aurais peut-être dû essayer ça avant puis en faire une profession? Ah, oui et non. Parce que si je m'étais assis là-dedans à 13-14 ans, j'aurais peut-être eu une impression différente. Mais je respecte plus, je pense, ceux qui Le courent sport maintenant, après ouais. l'avoir essayé. Parce que tu vois pas grand-chose. Tu t'imagines aussi la poussière de terre qui se lève dans le ciel. Eh oui, puis en plus, là, t'étais tout seul. Ouais, T'étais j'étais seul sur la en piste. Imagine quand Ouais. ils sont, je sais pas combien, ils peuvent être là, pendant une course. Une course modifiée, on peut partir 30 voitures. Là, Hey, ça fait de la poussière, 30 Ouais. voitures. Là. Ah oui, Puis Grand vraiment. Prix, on Imaginer. parle d'une piste de près d'un demi-mille. Donc, c'est une piste qui est quand même très, très longue et rapide. Tandis qu'au RPM Speedway, là, on parle d'un quart de mille. Donc, beaucoup plus petit. Puis moins d'espace aussi, des virages un peu plus serrés sur ovale. Tu te dis, ouais, ça va passer serré de temps en temps. Puis c'est pas rare qu'en virage, des fois, les voitures vont se présenter 3 de large. Donc, Puis, tu parlais tantôt qu'on manque de relève. Comment ça fonctionne, le monde de la course ici au Québec? Est-ce que les gens des États-Unis, un peu comme dans les courses de drague à moto, peuvent venir courser ici ou c'est vraiment juste C'est des gens fermé, qui viennent ouais. d'ici qui vont pouvoir accéder à ces courses-là? L'Autodrome Grand Prix a toujours eu la réputation d'être une belle terre d'accueil pour les pilotes américains, OK. de par la situation géographique. C'est Ben pas oui. tout à fait loin des lignes de Stansted. Il y a beaucoup de pilotes du Vermont, anciennement. Début des années 90, il y a eu ce qu'on a appelé l'invasion américaine de plusieurs pilotes du Vermont et de New York. Ça s'est résorbé depuis, mais il y a à l'occasion, au cours de la saison, là, des séries américaines qui viennent courir, tenir une manche de leur série chez nous. Ce sont les mêmes voitures, mais avec des pilotes de renom qui gagnent leur vie aux États-Unis à courir là-dedans à temps plein. Mais ils viennent chez nous, puis nos pilotes québécois, là, ils ont vraiment pas l'air d'une gang de manchots. Là. Ils sont capables de Ah suivre ouais? la parade. On est fiers, Ils là. sont absolument. Puis la bagarre est féroce. Souvent, ils arrivent souvent avec de l'équipement à la fine pointe. Mais dorénavant, nos pilotes partent pas avec une longueur de retard tant que ça. Là. C'est bon que la compétition est quand même très serrée. Et là, on parle. Oh, excuse-moi. Vas-y, mais parce que je veux continuer sur les États-Unis, parce que là, tu me dis, parce qu'il est tellement passionné que lui prend des semaines de vacances pour aller aux États-Unis pour regarder des courses. Ouais, j'ai pris, depuis quelques années, là, il y a eu la pandémie, puis pendant 2 ans, on n'a pas pu y aller. Ça faisait 3 ans là, que j'étais pas allé à Charlotte, en Caroline du Nord.
c'est vraiment la mecque du NASCAR. C'est là que ça se passe. Il y a le gros Super Speedway de Charlotte qui est vraiment immense et impressionnant, mais juste à côté, il y a une piste de terre battue qui appelle The Dirt Track. Et c'est là que ça se passe, à tous les mois de novembre, début du mois de novembre, ils appellent ça les World Finals. Donc, les principales catégories importantes de courses sur terre battue, ben, je te donne rendez-vous début novembre au World Finals. Puis, c'est la 4e fois que j'y allais cette année avec mon père, des amis. Cette année? Non, ben, j'y suis allé, puis ça fait 4 fois que j'y vais. Puis, j'ai manqué la virgule. Ouais, c'est ça. Puis, c'est vraiment, vraiment le fun. Le party punk toute la semaine. C'est sûr. Puis, il y a des très bonnes courses. C'est les meilleurs là, qui sont là. Puis, cette année, ce qui avait absolument remarquable qui est arrivé le vendredi soir, c'est que c'est un pilote de chez nous, de la région de Sorel, Mathieu Desjardins, qui a gagné en catégorie modifiée. C'est la première fois qu'un pilote de chez nous gagne une manche de la série Super Dirt Car aux États-Unis. Et t'étais là? J'étais là. Donc, ça a été vraiment un moment très, très spécial. T'as-tu fait des reportages en direct? J'en ai fait avec... j'ai parti là, au cours des dernières années les gars de course avec mes chums de course. On assure en quelque sorte la couverture du sport motorisé, particulièrement la terre battue. Donc, c'est bien certain qu'on a fait quelques entrevues là-bas en lien avec ça. Mais c'était quand même une victoire là, très étonnante, inattendue, tout un exploit. Puis on était bien contents d'être là pour assister à ça. Annie, tu avais une question. Ben, en fait, tu parlais de gens d'ici qui font de la course. C'est quoi les noms à surveiller au Québec? On a-tu comme une bonne relève? Y a-tu des filles aussi? Ben, il y en a de plus en plus. De plus en plus des filles. Yeah, girl! C'est remarquable là, depuis les dernières années. De plus en plus de filles s'impliquent dans le sport. Puis on les voit là, émerger. Là, et on s'approche vraiment, là, surtout en catégorie sportsman, d'une première victoire féminine dans l'histoire de nos courses. C'est pas arrivé encore, mais il y en a plusieurs là, qui... Ça se rapproche du podium. Ouais, de plus en plus. Puis les filles coursent avec les gars, exact. c'est pas des catégories à part. Non, on n'est pas à part. Les filles qui rivalisent avec les gars, puis sincèrement, elles font très bien ça. Le plus grand champion modifié au Québec, il s'appelle David Hébert. Et sa fille Daphné est en train d'assurer la relève. Elle vient d'avoir 18 ans. Et là, elle est rendue en classe sportsman. Puis elle a déjà connu pas mal de succès à la piste de Cornwall en Ontario. Elle a couru là tout l'été. Mais là, elle s'en vient. Là, elle va faire partie là, des jeunes pilotes à surveiller dans les prochaines années. Son père, un gars très talentueux, multiple champion. Alors, elle a un très, très bon mentor à suivre. Bianca, vas-tu essayer ça, nous autres, l'année prochaine? Moi, c'est sûr que j'aimerais essayer ça. Puis je t'écoute parler. Là. Moi, mon arrière-grand-père, mon grand-père, mon oncle et mon cousin ont couru sur terre battue. C'est génération en génération. Chez moi, j'ai des très, très anciennes photos de mon arrière-grand-père qui, à l'époque, courait à la piste Bouvrette. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais. Puis de mon grand-père aussi, même chose, dans les mêmes autos, tout ça. Puis aujourd'hui, il y a encore mon cousin qui court. Puis justement, tu parlais de Cornwall, puis tout ça. Il a eu la chance d'essayer justement de courir sportsman et tout ça. Fait que ça a tout le temps comme indirectement fait partie de la famille. C'est ça, sans que je puisse essayer. Puis on dirait que j'attends juste l'occasion que mon cousin me dise « Tu veux-tu essayer mon auto? » Parce que ça m'a tout le temps interpellée. Puis tu sais, tantôt, tu parlais du feeling. Là, puis je me disais, écoute donc, c'est-tu comme un feeling de rallye? C'est-tu comme un feeling plus, tu sais, quand tu tiens le volant, le feeling que tu as, l'adhérence au sol et tout ça? Moi, ça m'a tout le temps fasciné. On se donne rendez-vous au printemps pour aller essayer ça. Oui, il faut qu'on essaye ça. Oui, je pense que ça vaudrait la peine. Un petit tournage, là, puis on s'en jase. Anthony, merci beaucoup. On peut te suivre où? Les gars de course, c'est vraiment notre site spécialisé sur Facebook, lesgadsdecourse.com. Évidemment, mon compte Twitter, Anthony Marcotte, c'est là où je tiens le plus souvent possible les gens au courant de mes activités avec le Rocket. Puis sinon, Facebook, Instagram aussi. Ouais, exact. Puis sur BPM Sport, là, dans mes fonctions de journaliste, descripteur, analyste hockey, mais surtout grand passionné de course. Moi, quand on me donne l'occasion de parler de course, là, moi, je saute à pieds joints là-dedans. Un gros merci encore une fois. Et à notre retour, Annie nous amène dans toutes sortes de célébrations. Hein? Oui, c'est ça. C'est le temps des fêtes, alors on festoie. Voilà.
retour avec le thème des célébrations. Et Annie, j'ai une question à te poser. Oui. Veux-tu m'épouser? Tu sais que c'est une question houleuse dans ma vie. J'ai déjà été mariée. C'était Je un sais. premier beau mariage, disons-le ainsi. Qui sait que le deuxième où aura-t-il lieu? Mais je remarque, Anthony, que tu portes fièrement ton alliance de mariage. Tout se remarque. Vous remarquez ça, autres, les filles, les hommes mariés. hein? En fait, ouais. aucunement. Moi, j'ai aucune idée dans quel doigt ça va pour vrai. Ben, quelle main, en fait. Ouais. Main Pour moi, Main pour moi, gauche. pour moi, c'est une bague. Mais moi, dans je la mets une là main. pour éloigner les taches amères. Ouais. Mais Ah, brillant, brillant. C'est ça. Mais là, fais attention, Cindy, parce que tu sais que moi, en tant que notaire, si tu veux, je peux vous marier tout de suite, maintenant, là. Oh. Ça va être légal et valide. On peut se faire un Attention. prenup avant? N'oublie pas ce qui est à moi et à toi, C'est chérie. pour ça que je veux un prenup. On va se partager le pog. Non. Alors, je remarque que tu portes fièrement ta bague. Fiancée, mariée? Marié depuis 5 ans maintenant. Ah, Imagine félicitations, avec un bébé tout neuf en plus. Ben Ouais. oui. Ah, ouais. Une petite fille d'1 an, c'est ça? Ouais, puis Ah. un autre à venir. Oh, félicitations, Oh, félicitations. wow. Ouais. Alors, j'espère que ton contrat de mariage est bien signé. Oui, tout est correct. Tout est correct. Faudra sûrement bientôt remettre à jour le testament. Ça, Oui, ça c'est fait bon. partie de la vie. Alors, on te présente Bianca. Oui, c'est ça. Mais pour revenir à nos moutons, le temps des fêtes arrive, c'est festif, on a envie de célébrer et il y a certainement beaucoup, je vais dire, d'hommes qui vont s'agenouiller devant leur dulcinée pour leur demander leur main pour se marier. Oh. Mais, tu sais, la question est toujours épineuse une fois qu'on décide de dire oui, si elle dit oui, soit dit en passant. Ouais, parce que ça À se quel peut, endroit on se marie? Tu sais, la plupart des femmes rêvent d'aller se marier à l'église dans une belle grande robe blanche. Et là, je veux pas mettre toutes les femmes dans le même panier. Non, parce qu'il y en a aussi d'autres qui Ouais. rêvent de se marier sur un summit comme moi, puis qui l'ont fait. Ben, c'est ça! Moi, je suis pas mariée dans une église, je suis pas baptisée. Ben, vous autres, vous êtes des cas à case à part, OK? Ben, moi, c'était l'église avec la grande robe Ah, le blanche. gros kit, là. Traditionnel. Ah ouais, moi Oh, aussi. 225 Ah, ouais, écoutez. hein? Tu portais la robe? Non, ma femme la portait, par exemple. Très bien. La gertière, ça y va à merveille. Mais imagine, toi qui es un amateur de course sur terre battue, on t'avait dit, Anthony, t'as la chance avec ta femme de faire un gros mariage dans un stade de course. On vous donne carte blanche. Et ça n'aurait pas posé au conseil. Non. Ben, il y en a pour qui, hein, que ça les fait vibrer, qui ont Oui. des passions. Puis comme Des toi, passions communes. C'est ça, toi, ça Ouais. te fait triper la motoneige, le skidoo. Ben, t'as fait ça, mais il y a des gens aussi qui tripent sur la moto. Et vous savez qu'aux États-Unis, mais aussi à travers le monde, il y a des gens qui peuvent aller se marier dans des concessionnaires Harley-Davidson. Ben voyons donc. Ok, oui, madame. Et qui font pas que des petits mariages. Non, non, c'est ça. L'endroit où il y a la wedding chapel la plus connue, devinez c'est à quel endroit? Las Vegas. Oh yeah! You win! Ding, 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 Qu'est-ce qu'on gagne? toute mon admiration. Mais effectivement, au concessionnaire Harley de Las Vegas, vous pouvez vous marier là. Il y a un wedding chapel et vous avez différents forfaits de mariage. Ça va de 500 $ à 5000 $ le forfait. Tu peux choisir comme le veut la tradition à Vegas, ton prêtre. Elvis, Tu peux demander Elvis qui vient te marier habillé dans un suit Harley, les photos avec la moto, le gâteau de noces, la chambre réservée. C'est un univers de Intense. possibilités qui est intense. Seriez-vous game de faire ça? Non. Non. Ouais, Pas- non, moi, pas- je sais pas pas. en Chez là. Ducati te propose ça? Oui. Oui? Oui, là, Ah, oui. tu vois comment elle est vendue. Ouais, mais qui là, c'est parle? ça, ça Elle, dépend. Annie Martel, OK, Annie Martel, mesdames et messieurs, me traite, moi, de vendue. Je vais prendre une petite gorgée de la gabière prends une gorgée, prends une gorgée. On repassera, là. Non, mais c'est des gens qui sont craqués qui font ça, là, honnêtement. Là, Ouais. faut le vouloir. Ben, c'est des passionnés. Mais là, toi, le vraiment, ferais-tu? là. Non. Non? Non. Même pas? Non. Ah, tu vois, tu À part m'étonnes. si c'était Youpi le célébrant. Bon, ben, tu vois, peut-être que ça s'arrange, ça. En plus, c'est dans la thématique qui est orange, lui aussi. Oh. Annie, elle a un moment, elle est comme... des images. Oh. Pas le... Ouais, c'est ça. On reparlera de la nouvelle mascotte du Canadien, la mascotte métal, là. Ça C'est assez spécial, ça. Ouais, c'est ça. Je prendrais pas lui, ce distance. Non, c'est Youpi qui reste ton préf. Donc, du côté de Las Vegas, c'est quand même 100 000 couples par année qui décident de se marier, pas nécessairement au concessionnaire OK, Harley. je pensais que tu Mais sentais c'est ça. en moyenne, on peut estimer que du côté du concessionnaire à Las Vegas, il y a en moyenne entre 150 et 250 mariages par année qui sont célébrés là. Quand C'est quand même, même hein? beaucoup. Ouais. C'est pas loin
moins d'un mariage par jour quand même, puis que ça te prend comme l'organisation à distance, puis tu peux pas arriver là et dire on est bien chaud à 3 h du matin en sortant d'un casino, puis on décide d'aller se marier là-bas. Ça se prépare. Donc, faut réserver ça. Il y avait du côté de Scottsdale aussi en Arizona à l'époque où il y avait les fameux mariages où là, ça pouvait monter à 5 ou 10 000 $. Là, depuis la pandémie, ils ont mis ça un petit peu de côté. Mais sinon, il y a un endroit mythique où les fans de Harley peuvent maintenant aller se marier. C'est du côté du musée à Milwaukee, le musée Harley-Davidson. Okay. Et là, on parle de mariage là, vraiment dans plusieurs chiffres. Je pense que le plus petit mariage que tu peux faire, c'est 10 000 $ et ça peut monter dans les 30, 40, 50 000, voire 100 000 $ dans l'organisation. Ils ont tous les services, fin gastronome. Vraiment, là, c'est impressionnant à voir. Annie, ça m'amène à une question. Ouais. Qui présente cette chronique-là? Ah oui, la Gabière. Merci. Fournisseur de nuit de noces endiablées. Oui, c'est ça. J'adore ça. Mais avec la Ou qui sans-alcool. console après le divorce. Là. Oui, aussi. Faut pas que ton chum il en boive trop parce que tu seras pas capable de détacher ton corset. Oui. Expérience vécue. On salue son ex-mari. Oui, c'est ça. Mais quand même, je trouve ça quand même assez impressionnant, cette industrie-là qui s'invite du mariage dans les sports motorisés. Je sais pas s'il y a d'autres compagnies. J'ai fait quelques recherches sur Internet, voir s'il y a d'autres compagnies de marques de moto ou de sports motorisés qui offraient aussi ce service-là. Je n'ai pas trouvé, mais peut-être que ça va inspirer d'autres compagnies. Hey, monsieur le réalisateur, t'avais pas filmé un mariage avec des motocross ou je sais pas trop? J'étais en train de te le texter. Ah, bon, Megan. Mais oui, j'ai fait ça. Je vais m'approcher de ton truc. OK? Ouais. OK, raconte-nous ça, Max. Oui, je m'approche ici. On est live. Oui, c'est comme un live. J'ai fait ça, moi, c'est des tripeux de motocross, mais comme big time. Il y avait genre le gars qui tripait motocross, sa femme qui tripait, sa future épouse qui tripait motocross, les 2 enfants font du motocross. Alors, ils ont organisé ça. Là, c'était débile. Ben Milo était là, puis Wow. oui était là, et on a filmé ça, et il était genre... ouais. Personne de petite taille. C'est ça, qui était là. Puis, ils ont fait ça dans la rue et il était genre 60 ou une centaine de motocross dans les rues. C'est qui? Comment Puis- il s'appelle, puis, ce gars-là? Karine, quelque chose, c'est l'ami de Sabrina, de l'autre. En tout cas, je me souviens plus des noms. C'était où? Mais à un endroit. Puis, je me souviens pas de tous les détails. Sauf que c'était épique. Il y avait entre 60 et 100 motos qui étaient comme dans la rue. Moi, c'était le fun. Je venais de me faire laisser par mon ex. Puis, le lendemain, j'allais filmer ce mariage-là. Fait que vive l'amour, tu sais. Mais en tout cas, c'était vraiment épique. Fait que c'en était un mariage bon. qui avait du Power Sports dedans. C'est hot, Mais les ça. images, c'est épique. Fait que, tu sais, pensez Wow. à Ben, ça. tu vois, moi, j'ai des filles que je connais qui se sont mariées. Une fille qui s'est mariée dans l'Ouest canadien, puis qui a fait ça à motoneige de montagne. Puis on a comme des photos épiques où elle descend en powder carving avec Wow. sa robe de mariée sur sa motoneige What? dans les rocheuses canadiennes. C'est impressionnant, là. C'est quelque chose, Wow. là, quand même. Fait que, mais elle et son chum, c'est des mordus de motoneige de montagne. Puis ils se sont dit, on s'en va dans l'Ouest, on s'en va se marier comme ça. Puis ces photos de mariage, c'est littéralement Ah ouais, elle et épique, son là. chum qui descendent avec la robe de mariée et tout en powder carving à motoneige. Hey, c'est inspirant. Fait que je c'est trouve. fou, hein? Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Ou Oui, ça a mais là, ça fait pas si comme longtemps, c'est d'avalanche? l'hiver passé quand OK. même. Bon, mais des fois, on pourrait être surpris. Il y a des mariages je connais qui de monde s'annulent en que- 48 heures. Ouais, là. c'est ça. C'est qu'à l'heure actuelle, c'est toujours en cours. Peut-être que lorsqu'on va diffuser le balado, ça sera terminé. Voyons, Annie, ça va-tu? Oui, ça va. C'est le bénilin qui vient de kicker. Ça dépend. Écoute, comme l'amour, c'est de la peut-être merde. que s'il annonce qu'il s'achète un Polaris au lieu d'un skidoo, elle va le laisser, mais Oh! Les couteaux volent bas. N'allons pas là. Continuons dans les célébrations, Annie. Oui, c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut l'histoire des mariages. Peut-être Oui. que ça va vous inspirer des idées pour vous marier pendant la prochaine année ou faire votre grande demande pendant les fêtes. Sinon, on parle de célébration. Une petite histoire en lien avec la moto, même si je sais que la saison est terminée, mais c'est quelque chose qui s'offre bien en cadeau de Noël. Qui sait? Oui, je sais, je suis d'avance, là, mais quand même. vaut mieux se Ben prendre non, d'avance, on Annie. est en avance. Oui, c'est ça. J'en ai déjà parlé. C'est la fameuse histoire des petites cloches qu'on met en dessous des motos. C'est vrai. Qui est souvent... Est-ce que tu connais cette histoire-là? Ouais, Ouais. écoute, là, je pourrais pas t'en parler longuement, là, mais ça me dit quelque chose. Donc, la fameuse petite cloche qu'on met sous les motos, qu'est-ce que c'est? Que ça sert à quoi? C'est-tu juste une histoire de marketing pour faire de l'argent?
Peut-être un peu. Hein, on se le cachera pas. Tu sais, quand même. On fait... Non, mais tu sais, c'est ça. Hein? On va appeler un chat un chat. Hein? C'est ça. Mais ce qui est le fun, c'est l'histoire derrière ça. C'est qu'à la base, il y a plusieurs années, il y avait une gang de bikers qui traversaient la frontière du Mexique pour aller livrer des cadeaux à des jeunes enfants défavorisés. Comme qui le Père vivaient dans Noël les- à 2 roues, là. C'est ça, qui allait donc livrer des cadeaux à des enfants défavorisés. Puis là, il leur est arrivé un incident sur la route. Ils ont perdu le contrôle. Ils ont comme vu quelque chose passer. Puis là, ils ont pris le champ, façon de le dire, avec leur moto. Et là, ils étaient comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, un peu plus loin, ils ont vu une lueur arriver, puis il y avait l'impression qu'ils étaient en train de se faire attaquer. Et c'est ce qu'on appelle la légende des Gremlin Bells. Donc, c'était des petits gremlins qui venaient les attaquer. Et là, pour les On le sait que les éloigner... gremlins trippent ses motos. Ah oui, Ouais, on le tu sait sais. tous, le Gizmo. Gizmo, il est où, Gizmo? Hein, c'est ça. Vieille référence. Oui, c'est ça. Excusez, je suis vieille. Je l'ai dit tantôt. Je suis une baby boomer, mais d'avant le temps. Non, pas toi, Non. ton âme. Ah, mon âme, d'accord. Donc, pour éloigner les fameux gremlins, ils ont pris les jouets qu'il y avait pour les enfants qui étaient comme sortis de les sacoches de moto, puis ils ont commencé à les tirer. Puis là, à un moment donné, il n'y avait rien qui réussissait à les éloigner. Oui, parce que ça a des petites dents triangles, ça, hein? C'est étonnant. J'aime beaucoup ton imitation. Avec des petites oreilles pointues Ben oui. aussi. Hein, Ça doit être... Ça doit faire mal quand ils te mordent. Ceux qui sont à l'audio, là, allez aux vidéos pour voir les visages de Cindy en ce moment. Là. D'après moi, t'as beaucoup écouté les Gremlins. Donc, finalement, ils sont arrivés à bout de leurs ressources. Il n'y avait plus de cadeaux à tirer, sauf peut-être les fameuses petites cloches qu'on met dans les arbres de Noël. Donc, ils ont pris ça, puis c'est ce qu'ils ont commencé à tirer aux fameux esprits de la route pour les éloigner. Et ça a fonctionné, ça les a fait fuir. D'où vient donc la légende des Gremlin Bells, pardon. C'est dur à dire avec mon accent saguenay. C'est vraiment dur. Merci, arrête de me juger. Merci. Je juge pas, c'est juste délicieux à chaque Oui, fois. je sais. Ça fait comme, c'est comme un personnage dans le balado, ton accent. Tu sais, il y a comme. Il y a toi. Annie, tu sais, il y a puis il y a tout- mon c'est accent. ça. Mais Il y ça, a c'est Annie. généralisé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. cet accent-là. C'est quand même possible. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un originaire de la région qui parle un anglais correct. Fluent. là, tu sais, fluent. En fait, il parle anglais, Oui, mais c'est l'accent ça. est pas mal suivi. C'est spécial. J'ai moins d'accent en espagnol qu'en anglais. Trouvez l'erreur. Hein? Je le sais pas. Donc, ces fameuses cloches-là, c'est pour ça que les gens, les motocyclistes, les mettent sous leur moto pour éloigner les mauvais esprits de la route, pour éloigner les possibles incidents qui pourraient survenir. Parce que lorsqu'à la moto, là, je parle d'une Harley, mais peu importe, là, on a du monde qui ont des 3 roues Can-Am qui viennent en acheter chez nous aussi. Puis, Bon, c'est c'est vrai, exclusion, c'est correct, Annie, exclusion. je viens t'acheter une cloche. Là, c'est correct. je t'en donnerai une, ça me fait plaisir. Mais moi aussi, donc, j'en veux une. avec la vibration de la moto, ben la cloche veut pas, elle émet des sons. Donc, ça se répercute sur l'asphalte, sur la chaussée. Et comme ça, la légende veut que ça éloigne les incidents. On le sait, tous ceux qui ont des cloches comme ça, ils n'ont jamais fait d'accident. Le pire, c'est qu'ils arrivent tous avec tous les accidentés qu'on a les cloches. Ils ont tous des cloches, puis ils font comme « Ah, j'ai un accident, j'aimerais ça récupérer ma cloche. » La moto est scrap, donne-moi ma cloche. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Puis ce qui est important aussi de préciser dans cette fameuse légende-là, en terminant, c'est qu'il faut que ça soit quelqu'un qui vous la remette. Oui, la c'est cloche. vrai, Faut c'est pas que vrai. ça soit Ah toi oui. qui te l'achète. Tu peux Oui. la choisir, mais C'est c'est comme pas toi l'affaire qui dois la d'une payer. scène, là. Ouais, c'est ça. Une scène qui porte chance, faut que Ouais, c'est quelqu'un ben, qui en te fait, le c'est donne. quand quelqu'un te donne un couteau, faut que tu lui donnes une Puis le scène rabot. noire. Non, c'est le rabot. Ouais, ben là, vieillante, check ça. On Oui, est les élevés rameaux. en région, nous autres. On connaît ça, les rameaux. Rameaux, pas rameaux, rameaux. j'ai dit rameaux. Les rameaux. Hey, Bel je essai. suis pas baptisée, je vous l'ai dit. Hein? Alors voilà, c'est mes petites histoires à la veille du temps des fêtes que je voulais vous partager. Alors Oh. mariez-vous, puis mettez des petites cloches en dessous de votre robe de Puis mariée. faites attention aux gremlins. Mettez des petites cloches en dessous de votre robe de mariée. Ça éloigne les mauvais esprits, ça va peut-être faire un mariage heureux. Merci à la gabière. Oh, wow! Sans alcool. Ah Oui, sans alcool. Ça finit. Sympathiquement. Ben oui. Et puis là, ça va être plus sérieux.
Parce que là, on va parler d'un sujet qui, pour vrai, va enflamme les commentaires. Ça n'a pas de bon sens. Ouais, sérieusement, c'est un sujet qui sème la controverse. Ah ouais. Ça fait mal, ça brise Internet quand on parle de ça. Mais on parle quand même de motoneige. Ouais, restez là. Et nous sommes de retour pour foutre la merde. Hein, Bianca? Mon Dieu, Cindy! C'est direct, ça! Sortez les gants de boxe, enlevez-moi ma bière, je suis prête à sauter dans le tas! Annie, on te prépare le jello? Ah oui! Pour une bataille. Aux cerises, s'il vous plaît. Aux cerises, parfait. Merci. Bianca? Oui, écoute, aujourd'hui, peut-être pas foutre la merde, j'irai peut-être pas jusque-là, mais je vous parle d'un sujet quand même qui soulève beaucoup la controverse. Puis, il y a encore une fois quelques semaines, je suis tombée sur des articles publiés dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Et ces articles-là étaient intitulés « L'encadrement du hors-piste nécessaire ». Et là, l'encadrement de la pratique de la motoneige hors-piste, c'est un sujet qui, comme on le dit depuis le début, soulève la controverse. Et ça depuis des années. Et ça depuis des années, autant auprès des motoneigistes qui s'adonnent à ce type de pratique-là qu'auprès des motoneigistes de sentiers. Et aussi, on parle des propriétaires de terrains privés aussi, qui ne sont pas nécessairement toujours contents de ça. Et aussi des spécialistes de la faune et de la foresterie qui vont apporter beaucoup d'arguments en lien avec justement la pratique de la motoneige hors piste. Et donc, même moi, quand j'ai juste lu les titres, puis je pense qu'il y a même eu un reportage qui s'est donné aussi à TVA Nouvelles là, sur le sujet, moi-même, tout de suite, j'ai tendu l'oreille puis j'ai continué à lire l'article parce que je me disais, voyons, de quoi ils vont parler là-dedans, tu sais. Donc, je vous parle un petit peu de la problématique qui est soulevée, en fait. C'est que bon, il y a la très grande majorité des motoneigistes hors-piste qui vont pratiquer leur sport en respect avec l'environnement, en respect avec les propriétaires de terrains privés, mais malgré tout, il y a quand même une faible minorité qui va circuler. Le 1%. Le 1% qui va circuler un peu partout sans se soucier de ce qui pourrait se retrouver sous leurs pieds. Puis ce qui pourrait être sous leurs pieds, ben, ce sont des terres agricoles, ce sont parfois aussi des jeunes pousses forestières, des plantations, des terrains privés. Il y en a d'autres aussi qui vont parcourir des territoires qui servent de refuge pour le gros gibier. Là. Donc, on parle de caribous, orignaux, chevreuils, tout ça. Et qui vont faire peur à ces animaux-là. Puis les animaux vont partir à courir parce qu'ils se sentent poursuivis par, justement, par les motoneiges. Puis par la suite, c'est là qu'il peut y avoir des incidents. Bien, ça engendre. Il y a certains animaux qui peuvent même en mourir de ça. Il y a des animaux qui sont déplacés à des endroits où ils ne devraient pas nécessairement être parce qu'ils ont eu peur. Donc, les ravages qu'on appelle, qui sont des troupeaux, vont se déplacer ailleurs. Donc, ça, ce sont des conséquences ou des problématiques qui sont en lien avec ça. On pourrait mettre une piste de motoneige à Longueuil. Ah, ben non! À Boucherville. Mais je poursuis aussi, tu sais, dans les problématiques qui sont soulevées, c'est-à-dire que... Annie, là! Seulement, il y avait la neige. Oui, c'est ça. Dans les problématiques qui sont soulevées, on le sait, au Québec, on est chanceux. On a un très beau réseau de motoneige de sentiers. Oui, on a des superbes sentiers. Des plus beaux. On est très chanceux. Mais ça, c'est notamment grâce à des propriétaires privés qui vont accepter que les motoneiges passent sur leur terrain. C'est toujours fragile, il faut s'en occuper. Et c'est toujours fragile. Dans les dernières années. Là, moi, j'en fais au moins une fois par année. Et là, mon père vient de s'équiper avec une motoneige flambant neuve parce qu'il prend sa retraite. Il va se la faire emprunter, hein? Ça, c'est garanti. C'est sûr, mais idéalement, moi, c'est d'en faire avec lui. Mais mon passe-temps, moi, c'est du hockey l'hiver. Je peux pas m'engager à m'acheter une motoneige là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je vais en avoir une. Ça, c'est certain. Mais pour l'instant, on va en louer puis on va aller s'amuser avec papa. C'est ça. C'est belle fun. Puis effectivement, ben, comme tu l'évoquais, c'est très fragile, ces droits-là qui sont octroyés. Puis c'est certain que si une année, un propriétaire donne des droits, puis que les motoneigistes se promènent finalement partout sur son terrain, endommagent des choses, ben c'est sûr que l'année d'après, quand le club de motoneige vient le voir pour savoir si c'est possible de passer, ben il y a des chances qu'ils disent, ben finalement, non, ça me tente pas cette année. Et tu l'as dit, on peut faire le tour du Québec. Tu l'as dit qu'on a un réseau extraordinaire. On peut faire le tour du Québec sans même avoir à mettre sa motoneige pratiquement sur une remorque. Ouais. Et là, cette belle chaîne-là, il y a beaucoup de maillons qui se brisent à cause des comportements comme ça. Pour les agriculteurs, c'est des pertes d'argent énormes. Donc,
Mais aussi pour l'industrie touristique, parce que, tu sais, s'il y a moins de chemins pour passer ou de trails, de sentiers, peu importe, qui sont praticables pour les gens, ben, tu sais, c'est aussi l'industrie touristique des régions qui paye par la bande. Oui, absolument. Puis, tu sais, là, nous, Puis là, encore là, tu sais, je parle comme si j'étais contre la pratique de la motoneige hors piste, là. On s'entend. Moi, je pense que je suis pluguée, là, puis ça me coule d'un veine, au contraire, tu sais. Ça fait qu'on va voir, tu sais, il y a des pour, il y a des contre dans tout ça, puis je pense qu'il y a des trucs à prendre en considération. Mais si on regarde au niveau de la réglementation actuellement, la pratique de ce sport-là, elle n'est pas du tout réglementée comme telle. Actuellement, c'est sûr qu'il y a certaines interdictions qu'on ne peut pas faire, mais ces interdictions-là, elles existent, oui, pour la motoneige hors piste, mais aussi pour les motoneigistes de sentier, pour les gens qui font du quad, les gens qui font du side-by-side ou peu importe. T'sais, par exemple, on a une interdiction de circuler dans des secteurs protégés, comme par exemple les réserves écologiques, les parcs nationaux, les réserves fauniques, l'interdiction de circuler aussi sans autorisation sur des terres privées. Mais tu sais, ça, on s'entend, là, vous pourriez circuler à vélo. Vous pourriez circuler à vélo sur une terre privée, puis vous ne seriez pas plus le bienvenu ou la bienvenue. Interdiction aussi de poursuivre ou de harceler des animaux sauvages et interdiction d'endommager des arbres ou de nuire à la régénération forestière. Mais le problème avec ça, c'est que oui, ces interdictions-là existent, elles sont même sous peine d'amende, mais la problématique, c'est de les faire respecter au niveau de la motoneige hors piste. Donc, il y a personne qui surveille ça. Ben c'est ça, c'est clairement un défi. Puis, tu sais, comme tu le dis, il y a personne qui surveille ça, peut-être mis à part dans les secteurs protégés comme les réserves ou les parcs nationaux, où là, il y a un minimum de surveillance qui est exercé, ou même quand les motoneigistes hors piste vont emprunter les sentiers pour, par exemple, se rendre aux endroits où ils vont faire de la motoneige hors piste, ben là, à ce moment-là, ils sont soumis à la réglementation en matière de sentiers. Mais en dehors de ça, il n'y en a pas de réglementation, il n'y en a pas nécessairement d'encadrement pour faire respecter tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on entend par encadrement? Parce que là, moi, quand j'ai lu justement le titre dans les articles du Journal de Montréal et du Journal de Québec, je me disais, OK, encadrement, mais qu'est-ce qu'ils veulent à travers ça? Solutions, exactement. Puis ces articles-là recueillaient principalement les commentaires du directeur général de la Fédération du Club des motoneigistes du Québec, qui est M. Stéphane Desroches. Et lui, dans cet article-là, il parlait d'un accompagnement, d'un encadrement, d'une sensibilisation aussi au niveau des motoneigistes. J'ai eu la chance de m'entretenir avec lui au Salon Motoneige Quad de Québec. Oui. Puis, ils ont déposé un plan, justement, pour encadrer. Absolument. Il est très prudent avec le mot encadré parce qu'il sait que ça va être difficile puis que ça va être complexe. Oui. Mais il propose quand même des solutions intéressantes. Il est très motivé, il est très impliqué. Ça va être vraiment en dehors de la Fédé, ce qu'il a proposé. Exactement. Bien, c'est ça, comme tu dis. Dans le fond, ce qu'il prévoit faire, c'est de créer une nouvelle structure complètement indépendante de la Fédération qui va être consacrée exclusivement à la pratique du hors-piste parce qu'on le sait, la Fédération du Club des motoneigistes du Québec, son rôle, c'est d'assurer vraiment le volet sentier. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent créer une structure qui est complètement indépendante. Pas les mêmes besoins. C'est pas les mêmes besoins. Non, et là, c'est pas le même sport quasiment. Là. Mais pour aller de l'avant, il faut qu'il y ait aussi l'appui certainement des paliers de gouvernement aussi, là, qui vont endosser ça. Puis aussi même de tous les intervenants du milieu. Ça fait que ça passe, oui, par la fédération, mais ça passe aussi par les clubs qui, eux, sont répartis à travers le Québec. Mais là, ça n'aura même pas rapport avec les clubs. Là, ça n'aura même pas rapport avec les clubs, sauf que veux pas, indirectement, les clubs vont être des intervenants dans tout ça. Ils parlaient même d'impliquer aussi même les concessionnaires puis les fabricants au niveau de la sensibilisation, les concessionnaires et les fabricants de motoneige, là, de les impliquer dans le processus. Ça va passer par les MRC, par les EC, par les pourvoiries, ces choses-là. Mais concrètement, c'est quoi exactement? Concrètement, là, ce qui était évoqué, dans le fond, ce serait de venir créer des endroits ou des sites où les amateurs de hors-piste pourraient s'amuser comme ils le désirent. On parlait un peu de l'appellation parc à neige, là. Moi, j'aime peut-être un peu moins l'appellation parc à neige, là, parce que ça donne l'impression que c'est très restreint et que c'est très petit, là, alors que j'ai plus l'impression que ça risque d'être des territoires où ça va être permis et des territoires où ce ne sera pas permis. Et
D'ailleurs, il y a quelques années, ils ont lancé, la fédération, un projet pilote dans la région de la Gaspésie, plus particulièrement dans les Chic-Chocs, et dans la région de Québec par la suite. Puis, ils sont venus vraiment faire une éducation, une sensibilisation. Ils sont venus indiquer les endroits où c'était permis de circuler, pas permis de circuler à motoneige hors-piste sur des cartes. Puis, ils sont aussi sortis les grandes lignes là, d'un code de conduite à respecter du motoneigiste hors-piste. Et ils sont venus aussi mettre sur place de la signalisation pour venir informer les motoneigistes, pour venir leur dire, bien ici, c'est un endroit où tu peux faire de la motoneige, ici, tu peux pas en faire. Oui, Cindy? Je veux juste dire aux gens à la maison, commentez donc. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous fait sentir comme émotion? Puis si vous n'êtes pas d'accord avec ça, qu'est-ce que vous proposez aussi? Parce que c'est bien beau chialer, là, parce que c'est un peu... J'avais écrit un article il y a à peu près 2 ans là-dessus, qu'on avait partagé. Je l'ai d'ailleurs retrouvé dans mes recherches. Je parlais un peu de ça et on l'a partagé dans plusieurs groupes. Et justement, les gens se rendaient même pas à lire l'article, se sont arrêtés au titre et les gens étaient en colère. Ouais. Mais tu sais, c'est bien beau être en colère, mais à un moment donné, il faut se dire, ben oui, il y a un problème. Il y a un problème, on en parle. Donc, c'est quoi la solution? Si vous n'êtes pas d'accord avec cette solution-là, ben allez-y avec une autre. Parce que, comme n'importe quel sport, la motoneige hors-piste ne peut pas passer à côté d'une réglementation parce que tu fais pas du motocross dans la rue, là. Tu sais, tu fais pas du VTT non plus dans la rue. Il y a des sentiers, il y a des règlements, puis la motoneige hors-piste peut pas s'en sauver encore pendant des années. Puis les visiteurs étrangers, exemple, il y a des gens quand même qui viennent de l'Ontario. Faire du scooter des neiges? Oui, non, mais il y a des gens de l'Ontario qui viennent ici pour notre neige naturelle, ces choses-là, nos endroits. Tu sais, il y a quand même des Américains aussi qui viennent faire de la motoneige ici. Fait qu'il faut avoir... vraiment faire connaître ces règles-là s'il y a lieu de changer Mais je pense la que donne. Ce qui soulève beaucoup les passions, là, puis tu sais, même moi, là, en tant que fille qui fait de la motoneige genre piste puis qui en mange, là, c'est que à la base, ce sport-là, c'est un sport que les gens aiment pour la liberté. Aiment pour pouvoir explorer des espaces, aiment aussi parce qu'on va se le dire, là, qu'est-ce que tu veux quand tu arrives? Tu veux trouver le plus de fresh power possible, puis tu veux trouver un endroit qui n'a pas déjà été pisté. C'est ça, tu veux qui pas est de la neige fraîche. 150 sur le même 3 c'est km ça, tu veux trouver un endroit qui n'a pas été pisté, que c'est de la neige fraîche, puis que tu vas vraiment pouvoir t'amuser. Fait que c'est ce qui pousse les gens à vouloir explorer des nouveaux endroits, à vouloir aller se promener, puis tout ça. Fait que c'est pour ça que de venir encadrer un sport comme ça, qui est aimé pour justement cette liberté-là, puis cette exploration-là, c'est pour ça, je pense que ça soulève autant là, les commentaires, puis les passions. Puis il y a le côté de dangerosité aussi de tout ça. Si on y va avec des territoires puis des zones pour y aller, ben si tu dis, bon, ben si tu veux faire de la motoneige hors piste, c'est cette zone-là. Si tout le monde se garoche là pour y aller, puis il y a trop d'achalandage, ben c'est là que ça peut devenir contraignant aussi, puis y avoir des incidents. Là. Je peux pas croire qu'ils prennent pas ça en compte, là, qu'ils ont pas dit, bon, on va leur donner des territoires assez grands, assez immenses pour qu'ils aient l'impression, justement, que c'est pas un petit parc à neige, là, avec de 10 km². J'ose croire qu'ils ont pensé à ça. Parce que, comme des tu dis, passes d'un jour, je sais pas, là. Non, mais tu sais... c'est une autre affaire, là. On n'a pas parlé des stationnements incitatifs, oui, mais c'est ça. Ils en discutaient des stationnements incitatifs. C'est qu'ils se disaient, on pourrait justement créer des stationnements incitatifs où les gens viennent se stationner à des endroits précis, où ils vont acheter des passes, entre guillemets, pour pouvoir accéder aux sentiers de motoneige qui, eux, vont leur permettre d'accéder à ces parcs à neige-là, si on veut. Et c'est à travers ça que les gens, justement, la fédération pourrait recruter des nouveaux membres qui, peut-être, ne seraient pas nécessairement des membres autrement au niveau des membres de sentiers, on va dire ça comme ça. Fait que pour eux, ça leur permet aussi de suivre la tendance de la motoneige hors-piste qui devient de plus en plus populaire. Puis ça fait en sorte que, justement, tu sais, on incite ces gens-là à se stationner à un endroit précis, à payer certains frais pour justement se stationner, à peut-être prendre certains services, mettre de l'essence, tout ça. Fait que ça crée une espèce de roulement économique derrière ça. Puis en même temps, ça crée une habitude pour les motoneigistes hors piste, de dire, on s'en va à cet endroit-là. Mais les chialeux, il doit y en avoir qui disent une autre affaire pour faire de l'argent.
Ben, c'est Ah oui, ça c'est ressort, sûr, ça ressort, c'est c'est certain. sûr. Ça, c'est certain. C'est Dès que tu absolument- régis des choses, ça vient que des coûts, Ben oui, donc des c'est frais pour l'adepte de Montneige, c'est clair. Ouais, Absolument. puis, tu sais, on sait qu'au Québec, on est. On est facile sur le chiolage. Ouais. Mais on parle pour parler, là. Tu sais, en toute honnêteté, là, vous êtes plus habitués de faire de la motoneige en piste que moi, que peut-être Anthony aussi. Est-ce que les gens, vous pensez, vont majoritairement adhérer à ces nouvelles règles-là, possibles soient-ils, qui deviennent en Probablement place? que ça va Ou prendre. ça va freiner des gens à se lancer dans cette discipline-là? Non, probablement que ça va prendre quelques années avant que les gens. Il va y avoir des bombes, là. Ça, c'est sûr. Qui probablement sont ceux qui sont la raison pour laquelle Ouais. on doit réglementer Mhm. Mais ça. c'est sûr. parce C'est que- sûr qu'il va y avoir des délais de fuite. C'est sûr qu'il va y avoir des gens qui Exact. respecteront pas ça. Ça, c'est. J'espère qu'ils se mettent pas la tête dans le sable en pensant que ça va être Et ça, facile puis c'est ça va être beau. un là. autre questionnement, puis je vous lance la question. Est-ce que ça vaut la peine de réglementer pour une faible minorité? T'sais, ça aussi, c'est une autre question. T'sais, si c'est Mais vrai c'est qu'il y a plus vraiment une une faible minorité, Bianca. minorité, mais c'est ça. C'est Ça parce que dépend c'est un des sport. secteurs. C'est un sport là, qui a explosé dans le temps de le dire. Là. C'est un sport qui a passé de personne en fait à tout le monde en fait parce que c'est le fun puis c'est cool. Parce que c'est tendance. Là. À peu près tout le monde là, veut faire la motoneige pour vrai. Là. Oui, c'est vrai. Puis ça a explosé. À un moment donné, il faut faire attention à tout ce que tu as dit, à l'environnement, aux animaux. Donc, oui, il va falloir réglementer. Puis c'est comme dans tout, là. Puis c'est pas juste une minorité, il y en a eu beaucoup de bris. Il y a eu beaucoup Mais c'est ça, mais moi, je te lance la question parce que, justement, le commentaire, des fois, qui revient, c'est de dire, ben pourquoi on réglementerait? C'est juste une faible minorité, tu sais. Mais est-ce que c'est vrai? Puis tu vois, là, tu me dis non, c'est pas tant vrai. C'est pas une minorité de gens qui, justement, font pas attention. Puis Il y en les a, gens- il y en a, là. Puis les gens font. Des fois, c'est juste par ignorance. Parce que, ben, je vais essayer ça. En arrière de chez nous, c'est un gros champ. Je peux aller là. Des fois, c'est juste parce qu'ils le savent pas. Aussi. Puis, tu sais, ils vont briser sans le savoir ou ils vont justement passer dans un ravage sans le savoir. Tu sais, quand tu le sais pas, tu te mets à un sport que tu connais pas vraiment d'autres gens qui en font, puis tu décides de le faire sans aucune réglementation, ça se peut que tu brises des choses sans le savoir. Je pense Ah que ouais. ça va être Ah ouais. utile d'en parler puis d'éduquer aussi. On pourrait en reparler longtemps. Oui, ben gars, tu vois, ça soulève déjà. On voit que Cindy, ça l'interpelle. Non, mais tu sais, puis je comprends aussi l'autre côté, là, je comprends, il me reste pas beaucoup de temps, là, mais je comprends aussi l'autre côté qu'on veut pas que ce soit réglementé parce que, mon Dieu, que c'est le fun de se rendre sur une montagne puis t'es le tout seul au monde, je sais, je l'ai fait, tu sais, puis tu l'as fait. Mais après ça, faut quand même... C'est ça, faut quand même être conséquent avec tout le reste. Sur ce, un gros merci tout le monde. L'émission se termine là. Il nous reste un petit 30 secondes pour remercier tout le monde. Merci Anthony. Merci à vous autres. Bianca. Merci Annie. Merci Maxime à la réalisation. Merci à BPM Sport parce qu'on est dans leurs locaux. Et merci à nos précieux partenaires Demel Chrysler, Blainville Chrysler, Can-Am La Route au féminin, Léo Harley-Davidson et la Gabia qui nous abreuve. Hey, merci Anthony. Merci. Puis Canadien à combien à Coupe Stanley cette année? Et là, là, va tranquille. Ça va être tranquille. Colin. Wow.